Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle table ronde consacrée encore aux faits divers. Mais cette fois-ci, on va aller au-delà des médias, on va parler des formes plus ou moins nouvelles de traitement des faits divers, voilà, au-delà donc des médias. Alors depuis des décennies, il y a évidemment des bouquins qui peuplent les rayons des librairies ou les rayonnages virtuels maintenant sur Amazon. Puis il y a également le cinéma qui depuis très longtemps traite les faits divers, en remontant vraiment très très loin. Le tout premier film en fait consacré aux faits divers remonte à 1899 et c'était Méliès qui avait fait un court-métrage sur l'affaire Dreyfus. Et puis plus récemment, on peut citer quelques films comme Bowling for Columbine, Le pull vert rouge ou encore Saint-Omer. Et puis, depuis ces dernières années, la diversification du fait divers s'accélère avec la multiplication des supports. Donc, à la télévision, il y a eu des émissions, en particulier Faites entrer l'accusé, qui a été une émission phare et qui a lancé un peu le genre. Et sur tous les écrans, maintenant, on a aussi des séries, comme Sambre sur France Télévisions ou Grégory, on en reparlera sans doute, sur Netflix, qui sont des cartons d'audience. À la radio aussi, il y a beaucoup d'émissions sur le sujet, Affaires sensibles sur France Inter, L'heure du crime sur RTL, qui passionnent les auditeurs. Et puis en podcast, énormément de grandes et petites histoires de faits divers qui intéressent les auditeurs. Sur les réseaux sociaux, les procès aujourd'hui sont commentés en direct, notamment sur X, ex-Twitter, ou sur des chaînes WhatsApp, on en reparlera aussi. Et sur le net, il y a aussi YouTube qui de plus en plus parle de faits divers, propose des récits, des reconstitutions, on en reparlera aussi, de ce qu'on appelle désormais les true crime. Alors pour parler de cette multiplication, de cette diversification des supports, il y a avec nous trois invités prestigieux qui sont des fins connaisseurs des faits divers et qui les traitent chacun sur des supports différents. On va commencer par Justine Rex, voilà, qui est auteur pour plusieurs youtubeurs, entre autres il y a Squeezie, il y a Charles Villa. Tu es réalisatrice de documentaires True Crime donc pour les réseaux sociaux. Et tu as lancé, il y a très peu de temps, une nouvelle chaîne YouTube, avec notamment une première enquête assez remarquée sur la viande de brousse. On y reviendra plus tard. Voilà, à côté de Justine, Vincent Ventighem, journaliste au service police-justice de BFM Télé, après avoir travaillé pendant pas mal d'années pour 20 minutes. Tu suis notamment des audiences au tribunal et tu les live-tweets. Et Vincent a également publié en mars un livre qui s'appelle « Les défendre tous », que je vous montre ici, aux éditions du Rocher, qui donne la parole aux avocats, à des avocats de la défense de clients emblématiques comme Adrien Quatennens ou encore Jawad Bendaoud, le logeur de Daesh. Et puis nous avons également Patricia Touranchot, qui a été journaliste pendant 29 ans pour Libération. Aujourd'hui au jour. Non plus, tu es plus au jour. Indépendante, complètement indépendante, voilà. Podcasteuse, réalisatrice, notamment pour la série Grégory sur Netflix. Une auteure prolifique, il n'y a que quelques bouquins, mais vous avez une pile énorme de bouquins sur les rayonnages juste à côté. Et je présente le prochain. Voilà. Et le prochain livre qui en présenté en exclusivité ici aux Assises et qui sortira vendredi, rubrique Faits divers, qui est une recompilation d'articles parus dans Libé lorsque tu étais là-bas. Et voilà. Et donc le livre sortira vendredi, il est présenté ici. Patricia, on va peut-être commencer par toi. Tu as vu cette évolution, le micro arrive de suite, cette multiplication des supports au fil du temps. En fait, en quelques années, en France, on est passé des histoires fantastiques, formidables de Pierre Bellemare et de quelques bouquins à cette profusion assez incroyable sur tous les réseaux. Comment est-ce que tu as vu arriver ça et qu'est-ce qui t'a donné aussi envie à toi de passer de journaliste à journaliste vraiment multi-support ? Parce que c'est une chance. Hein. Pour moi, enfin, sur les affaires criminelles et de banditisme, si tu veux, moi, je suis une fille de l'écrit. Hein, mais quand j'étais à Libération, quand même, j'avais fait déjà des documentaires co-réalisés où j'ai été déjà auteur de documentaires. Et quand j'ai vu
l'arrivée de Netflix, des plateformes, de toutes ces chaînes de la TNT, les podcasts, je me suis un peu engouffrée dans le truc. D'abord, quand je suis partie de Libé en janvier 2015, là, j'ai participé à un média un peu nouveau. C'est le site lesjours.fr où je feuilletonnais des affaires. Voilà. Et chaque semaine, je faisais un grand épisode, genre 18 à 20 000 signes, sur une affaire. Donc, j'ai commencé par le 36 quai des Orfèvres. Après, la Mondaine, enfin, ça faisait partie du 36. Après, le Grêlé, déjà, au moment où ça n'était pas, où l'affaire n'était pas résolue, le mec n'était pas identifié. Et ensuite, j'en ai fait un podcast de 8 fois 22 minutes pour Cybèle. Parce que, moi, j'aime bien une histoire qu'on a travaillée, qu'on a enquêtée. On a tous les témoins, les victimes qui veulent bien nous parler. C'est une aubaine, je trouve, de pouvoir la décliner sur tous ces supports. Et moi, contrairement, il y a des confrères qui sont un peu réfractaires, genre Netflix, etc. Je veux dire, moi, j'avais fait donc un feuilleton pour les jours sur Grégory. Ensuite, le livre paraît en janvier 2018, mais juste avant, une production vient me chercher en me disant est-ce que tu veux participer à une série documentaire pour Netflix? Bah oui, super, ouais. Et comme j'avais déjà co-réalisé des documentaires, ils m'ont demandé si je voulais être co-réalisatrice. Super, parce que sinon, j'aurais été consultante au départ. Ce qu'ils cherchaient, c'était un ou une journaliste spécialiste de l'affaire pour leur apporter le dossier, leur apporter les contacts, etc., etc. Et c'était bien plus intéressant de co-réaliser cette série, parce que ça voulait dire non seulement faire la moitié des interviews, écrire les séquenciers en amont, parce que Netflix, ils n'acceptent pas comme ça un truc. C'est pas parce qu'on a fait un dossier et qu'ils ont dit « Ok, banco, on va y aller ». Après, il faut leur écrire le découpage de chaque épisode d'1 heure avec la colonne son, la colonne image. Donc, ça veut dire avoir déjà repéré, avoir déjà interviewé toutes les personnes qu'on veut mettre dans ce film, avoir déjà commencé la recherche d'archives de l'INA avec des archivistes professionnels, et ensuite bâtir notre séquencier. Et ce n'est qu'une fois qu'ils l'ont validé qu'on peut rentrer en production et là, vraiment, aller filmer, aller interviewer. Donc, c'est tout un boulot, mais c'est génial. Et on était la première série documentaire en France pour Netflix. Avec le showrunner, c'était le cinéaste Gilles Marchand, son adjointe Anna Quack. La production, c'était Imagissime, c'est groupe Media One. Et on était 3 autres co-réalisatrices. Et donc, on s'est partagé le boulot. Y compris en montage, parce que Netflix le voulait rapidement. En gros, ils voulaient cette série en 1 an. Et on l'a faite en 14 mois, mais ça voulait dire 4 salles de montage en même temps, avec le poumon étant la salle de montage du chef monteur avec Gilles Marchand. Et les 3 autres co-réalisatrices, on était avec un monteur différent, une monteuse, pour faire ça. Mais c'est une grande liberté. Les gens disent ouais, Netflix, machin, bon, parce que là il y a une multiplication de trucs, tu vois, où il y a tout et n'importe quoi. Mais on peut faire des super trucs pour eux. Alors, il y a le travail sur le temps long dont tu parlais, Patricia. Vincent, tu as l'habitude de travailler sur l'instantanéité, le live tweet, BFM Télé. Mais en même temps, tu as aussi écrit, je le disais tout à l'heure, un livre. C'est des styles différents, des écritures aussi différentes, peut-être des objectifs aussi différents. Comment on s'adapte à cette écriture et comment on travaille sur ces différents formats aux temporalités complètement différentes. Je dirais, à la base, en fait, il y a toujours un sujet. Après, ça va être la façon dont on va l'appréhender, on va le traiter. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, moi, à BFM, parfois, on me demande de descendre, ce qu'on dit descendre en plateau sur une info en 2 ou 3 minutes. Donc, évidemment, on n'a pas le temps d'écrire une thèse avant de descendre pour donner une information. Et en même temps, en parallèle de ça, on a la possibilité, comme tu le disais très, très justement, on a une palette d'outils à notre disposition qui nous permet de décliner un même sujet sur des formats différents, tout simplement pour toucher aussi des publics qui sont différents. C'est assez marrant pour moi d'être ici parce que mon école de journaliste, c'était ici l'IUT à Tours il y a 20 ans maintenant.
Ouais, et ma responsable de promo, le premier cours, nous a demandé qu'est-ce que c'est un bon papier, un bon sujet radio, un bon sujet télé. Donc on a tous donné des définitions différentes. Elle nous a dit, vous avez tous faux. Le bon sujet, c'est un sujet qui est lu, écouté ou vu. Donc en fait, le principe, c'est d'aller chercher la façon que va affectionner le public pour un sujet. Ça peut être effectivement un plateau de 2 minutes sur BFM pour avoir l'essentiel de l'info, ça peut être une série sur Netflix, ça peut être un podcast, ça peut être un live tweet, ça peut être tout et n'importe quoi. Et à chaque fois, c'est aller chercher un lecteur qui va peut-être aussi, lui, l'amener derrière à consommer l'information différemment. Il y a quelques années, je donnais une intervention dans un lycée, et on demandait quelles sont les habitudes de consommation des médias des lycéens. Ils nous disaient, on a les alertes sur nos téléphones de 2-3 médias, on regarde juste le push et puis ça nous donne l'information. Jacques Chirac est mort, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Ça, c'est une façon de consommer l'information. Mais si un jour, le lycéen appuie sur le push et puis découvre un article et puis de fil en aiguille, découvre une rubrique et puis de fil en aiguille, découvre une vidéo ou un podcast, on va réussir à l'informer comme ça. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. Après, sur la temporalité, le sujet de base reste le même, un fait divers, un dossier judiciaire, une affaire qu'on va traiter parfois en 2 minutes pour donner l'essentiel parce qu'il y a une actualité qui s'impose, et parfois en la décryptant de A à Z. Tu parlais de la série Netflix, moi j'ai fait là récemment une série documentaire sur Kerviel en 4 épisodes pour HBO, et c'est pareil, c'est complètement dingue parce que c'est une affaire que j'ai traitée pendant quasiment une décennie pour 20 minutes, avec énormément de papiers, énormément de révélations, de l'investigation. Et j'ai des gens qui avaient lu pourtant tout ce que j'avais écrit, avec qui j'avais travaillé, qui ont regardé la série et qui m'ont dit « Ah j'ai redécouvert cette affaire-là ». Et c'est ça qui est hyper intéressant. Sur Grégory, le nombre de parutions sur le sujet de bouquins au moment des faits, après, il y a le bûcher des innocents, il y a une... il y a une littérature qui est abondante, et en même temps, moi j'ai des collègues journalistes qui ont regardé la série, qui ont dit « Ah mais c'est dingue, j'ai découvert ça ». Et quand j'ai découvert ça sur une affaire qui remonte à 40 ans, c'est que oui, tous ces nouveaux formats peuvent apporter quelque chose et apporter un nouveau public. Et il ne faut pas avoir peur, je suis assez d'accord avec toi, de dire il ne faut pas voir le grand Satan Netflix ou ah non, j'ai pas une voix de radio donc je ne vais pas faire de podcast. Non, on essaye, on y voit, et ça apporte des choses différentes. On a la notion d'angle, je vois qu'il y a plein d'étudiants en journalisme qui est vraiment c'est ça vraiment, un angle différent pour chaque type de support. Alors ça peut être un angle ou aussi, moi ce que j'aime bien, on peut parler un peu du live tweet parce que c'est un format que j'ai expérimenté dans la chronique judiciaire, dans la couverture de procès. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été inventé ici aussi à Tours, et du coup on peut en parler. Les premiers à avoir fait des live tweets, à l'époque il n'y avait pas encore Twitter, mais c'était la Nouvelle République du Centre sur le procès des bébés congelés Courgeot. C'est ici que ça avait commencé, sur le site de la Nouvelle République. Aujourd'hui, un live tweet, ça me permet de dire beaucoup plus de choses que je ne vais dire dans un duplex pour BFM au moment de l'audience, ou dans un plateau le soir de 20 minutes. Je vais pouvoir dire plein d'autres choses. Un exemple tout bête, un procès d'assises, l'audience est très tendue pendant 15 jours, le jury se retire pour délibérer. On a 15 questions des lecteurs sur Twitter de me dire comment ça se passe, ils délibèrent pendant combien de temps, est-ce qu'ils disent oui, il est coupable, non, quelle peine, comment ça se définit. Alors on explique, ça nous permet de faire de la pédagogie sur la procédure judiciaire. Il y a une liste de questions à répondre, il y a un président d'audience, et tout ça, c'est quelque chose que finalement on ne va pas pouvoir aborder dans un papier parce que ce n'est pas le sujet du papier. Mais le live tweet permet, par exemple, de faire un point là-dessus. C'est juste un exemple. Tout à fait. Justine, toi, tu passais de la télé classique, linéaire, aux écrans via YouTube, avec un vrai changement dans le modèle, dans la manière d'écrire tes reportages. Et justement, est-ce que tu peux expliquer de la manière dont tu travailles ? Oui, alors du coup, moi, j'ai ma chaîne YouTube qui est toute récente, en effet, comme tu disais, qui a moins d'1 mois. Et avant ça, du coup, en effet, j'ai travaillé pour la télévision, où je travaillais pour France 2 et Arte, et j'ai eu l'occasion, en effet, de couvrir un certain nombre de faits divers à ce moment-là. Et en effet, ça n'a évidemment rien à voir. Pareil pour les chaînes info, où je bossais un petit peu aussi pour BFM et France Info, où évidemment, sur les faits divers, il faut travailler dans l'urgence, il faut aussi essayer d'avoir le plus d'intervenants le plus rapidement possible. Et par moment aussi, moi, ce qui me dérangeait, c'était
le fait d'être pressant vis-à-vis de personnes qui ont vécu des événements forcément traumatiques. Moi, je me souviens tout particulièrement de Dutroux quand il avait demandé aux parents de ces victimes de pouvoir qu'ils acceptent d'être en sa faveur pour sortir plus tôt de prison. Évidemment, les parents, eux, refusaient depuis des années d'être interviewés. Et moi, j'arrive où, bonjour, je sais que vous ne voulez plus donner d'interview, mais il va falloir quand même essayer de me parler. Ça, c'était des points au niveau de la télévision qui moi, me dérangeaient en tant que journaliste, parce que j'avais cette impression de toujours un petit peu forcer, parce qu'on a moins le temps aussi d'avoir une vraie relation, d'entretenir des contacts réguliers que ce qu'on peut avoir, par exemple, sur un projet au long cours, par exemple, en effet, comme Netflix, où même si c'est 14 mois de travail, on va avoir quand même un petit peu plus le temps d'entretenir ces liens-là. Et du coup, au fur et à mesure, moi, j'ai fait un petit peu de presse écrite web où j'ai travaillé pour Vice, où aussi je me suis occupée de faits divers. Et maintenant, je travaille principalement sur des contenus YouTube, donc en effet avec Hugo Décrypte, Charles Villas, Squeezie, Simon Puech, et principalement aussi sur des sujets de faits divers, où là, moi, mon objectif, c'est de trouver des thèmes qui n'ont pas trop été abordés par les médias, ou en tout cas un tout petit peu, parce qu'évidemment, il y a le contexte YouTube qui fait qu'on arrive après la bataille. J'ai envie de dire, il y a la PQR, la presse nationale, la radio, la télé. Moi, j'arrive encore après tout ça, et donc c'est encore plus compliqué de dire on va parler d'un thème ou d'un fait divers dont vous avez quasiment jamais entendu parler. Donc moi, mon travail principal, c'est surtout énormément de recherche au niveau des archives. Donc j'ai un certain nombre d'abonnements au niveau des PQR notamment, beaucoup aussi au niveau des médias internationaux. L'idée, c'est de ne pas se limiter à la France. Je trouve souvent des faits divers très intéressants, forcément aux États-Unis. Et le principal problème avec YouTube, c'est qu'il faut qu'il y ait des rebondissements. Dans le sens où, contrairement à la télé, où on va faire un sujet de 2 minutes, 3 minutes, nous, ça va être des vidéos d'une demi-heure. Donc, il faut que les personnes puissent rester jusqu'au bout et, en gros, avoir une vidéo où il va y avoir des rebondissements, où il va y avoir une histoire presque narrative. En tout cas, moi, je travaille énormément sur l'écriture où il faut que, dès le départ, les personnes en fait, soient happées et se disent « j'ai envie de savoir comment ça va se terminer ». C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de prendre un sujet très traité comme le petit Grégory parce qu'on sait d'avance comment ça s'est terminé. Et l'idée, c'est aussi de travailler sur l'écriture pour qu'on mette des petits moments de tension et de suspense pour que le spectateur se dise « ok, j'ai envie de savoir ce qui va en être ». Et pareil, on ne peut pas avoir juste la finalité de « cette personne a été tuée ». Il faut qu'il y ait des rebondissements. Donc, je peux vous donner... C'est un peu les courbes d'audience qu'on voit sur YouTube, en fait, les pics d'audience à chaque fois. Exactement. En fait, ça s'appelle le taux de rétention. Donc, une vidéo YouTube réussie, c'est une vidéo où, en fait, les gens restent jusqu'au bout. Donc, on peut le voir, en fait, au niveau vraiment des statistiques qu'on a à la fin d'une vidéo YouTube. On sait quand est-ce que les personnes restent le plus et on sait aussi quand est-ce que les personnes décrochent. Et pour un YouTuber... il remportera évidemment plus de succès et aussi plus d'argent, il faut le dire, si les gens restent jusqu'à la fin de la vidéo. Donc c'est super important justement de jouer là-dessus. Et c'est aussi pour ça que le format YouTube s'est beaucoup emparé des true crime. C'est aussi parce que c'est des vidéos relativement longues où on sait que les gens vont rester jusqu'au bout parce que justement on peut jouer sur cette histoire et sur le côté narratif. Au début, il y a plein de YouTubeurs qui se sont lancés en essayant eux-mêmes de narrer ces histoires, mais ils se sont vite confrontés à un problème de légitimité. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à des journalistes qui sont des ghostwriters, peut-être, ou des prête-plume en bon français, qui sont en background, derrière, pour l'écriture. Oui, complètement. C'est quelque chose de relativement nouveau, dont on parle là que depuis 1 an ou 2. C'est les journalistes dans le monde de YouTube. En gros, on n'est pas beaucoup, mais on est quelques-uns à travailler en effet en tant qu'auteur avec des youtubeurs, et je pense que c'est quelque chose d'assez positif dans le sens où en fait aujourd'hui ils ont énormément d'audience.
surtout vis-à-vis de publics jeunes qui sont parfois exposés à des fake news. Ils se rendent compte qu'ils ont un impact, donc ils ne peuvent pas faire tout le fact-checking et tout le métier de journaliste que forcément nous on peut faire parce qu'on a les facilités, parce qu'on sait aussi chercher des bons sujets et vérifier, tout simplement. Donc pour le coup, je trouve que c'est quelque chose d'assez sain aujourd'hui que les youtubeurs s'en emparent de plus en plus, en tout cas du métier de journaliste et d'auteur en général, parce qu'on sait qu'il y a eu un certain nombre d'histoires de youtubeurs qui racontaient aussi n'importe quoi parce que en fait ils allaient se baser sur des articles qui n'étaient pas fact-checkés ou j'ai envie de dire même Wikipédia. Et puis en plus c'est une matière, je complète ce que tu dis, mais c'est une matière, la matière judiciaire, la matière du fait divers, où on peut pas se permettre l'approximation. Enfin, il y a trop d'enjeux, trop d'importance. On parle de la vie des gens, de vrai. Derrière chaque fait divers, il y a des victimes. Et on a besoin aussi de gens qui connaissent ne serait-ce que la procédure judiciaire pour éviter de dire n'importe quoi, parce qu'on voit aujourd'hui l'impact que peut avoir une fausse information, que ce soit sur la remise en liberté d'un suspect ou du décryptage de procédure judiciaire, c'est hyper important. Enfin, pardon, je complète. Mais justement, est-ce que le risque, par exemple pour les séries Netflix ou autres plateformes, bien sûr, c'est que cette frontière entre la fiction et le journalisme soit un peu floue pour le public? Est-ce qu'à un moment donné, on passe pas presque au divertissement par ça? Est-ce que c'est un risque? Est-ce que c'est pour ça que certains hésitent à travailler pour des plateformes, pour des séries? Il faut vraiment cadrer les choses. Moi, par exemple, pour les séries télévisées, que ce soit Netflix, Canal+, ou France Télé, hein, j'ai fait la série sur le grêlé qui s'appelle Insoupçonnable. Il faut pas tout mélanger. C'est-à-dire, c'est avant tout une série documentaire, on dit, et après, on peut se permettre des évocations ou un regard un peu, par exemple, dans Insoupçonnable sur le grêlé, on a deux fils narratifs. On a le documentaire avec les témoins classiques, des victimes inédites, des enquêteurs, avocats, etc. En parallèle se déroule, moi j'ai demandé à l'expert psychiatre des tueurs en série Daniel Zaguri je lui ai apporté les éléments pour qu'il essaye de nous faire une expertise psychiatrique posthume de François Vérove, puisque celui-ci s'est suicidé, et que donc il n'y aura jamais de procès, et qu'il n'y aura jamais d'expertise psychiatrique. Donc je lui ai demandé ça. Donc il y a une part de fiction dans la mise en scène de ce psychiatre, parce qu'on le met dans un bureau, comme s'il faisait sa dernière expertise psychiatrique, il va sur les lieux. Il y a une petite part de fiction, mais très encadrée. Et le texte de la voix off que Zaguri raconte est écrite par le cinéaste Elie Wajman et par moi-même. Pour Grégory, moi, je refuse de faire des reconstitutions générales de crimes de sang, de toute façon. Par contre, on fait des évocations. Par exemple, dans la série Grégory, vous savez que la famille était harcelée par un corbeau anonyme pendant 2 ans avant l'assassinat de Grégory. Et en fait, on a choisi, ça a été critiqué un peu par Télérama, mais tant pis, on a choisi d'utiliser des vrais corbeaux dressés qui mettent une ambiance quand même dans ce truc. Tu vois, donc et on a reconstitué avec l'accord de Christine et Jean-Marie Villemain. Moi, j'étais en contact permanent avec eux. Et même s'ils ne veulent pas participer, ils ne veulent plus participer à rien de toute façon. Et ils détestent les journalistes, surtout Christine Villemain, et on comprend pourquoi. Mais avec leur accord, on a reconstitué la chambre de Grégory avec la même tapisserie, avec les mêmes jouets, etc. Et on a reconstitué leur salon, leur cuisine, avec la télé, etc. Parce qu'à un moment donné, on fait de l'image aussi. Et il faut pouvoir mettre dans l'ambiance. Mais il ne faut pas... moi, j'ai vu des choses qui m'ont choquée récemment, où... une série s'ouvre sur une petite fille dans une camionnette attachée en caméra subjective qui bouge comme ça. Et après, on voit des acteurs qui représentent le tueur en série, sa femme. Je pense que ce n'est pas possible de faire ça. En fait, il y a peut-être aussi un problème entre la limite entre la fiction et la réalité qui se pose, par exemple, dans ton cas pour Grégory, parce que
C'était en 2019, il me semble, pour Netflix. Elle est sortie en 2019, on l'a faite en 2018. Et c'est pratiquement en même temps, il y avait la série sur TF1, une histoire française qui narrait la même chose, mais en fiction. En fiction. Ouais. Et là, on arrive à un mélange des genres qui est parfois un peu compliqué. Ouais, mais ouais. Et il faut choisir un angle aussi. Tu vois, sur une affaire très connue, moi, c'est souvent des affaires très connues. Et je pense que peu importe si on connaît déjà la fin, les gens, il y a un moyen de les embarquer, même s'ils savent dès le départ que le petit Grégory il a disparu et qu'on le retrouve dans la rivière. Si tu veux, tu peux sur 5 heures dérouler et que les gens, ça fait rien s'ils connaissent la fin. Pour Guy Georges, pareil. Guy Georges, j'ai fait Les Femmes et l'Assassin pour Netflix. Là, c'est un unitaire, 92 minutes. Ben là, une affaire aussi connue que j'ai fait, que j'ai refait dans tous les sens. Mon livre, Guy-Georges Latraque, il avait été adapté au cinéma par Frédéric Tellier. C'est le film L'affaire SK1. Donc, à la limite, moi, on me demande ça. Je me dis encore Guy-Georges. Et donc, il faut trouver un angle. Et là, l'angle qu'on a trouvé avec Mona Achache, ma co-réalisatrice, c'était, on va faire cette affaire vue à travers le regard de femme. Voilà. Et c'est une manière de venger les victimes aussi, parce qu'on va prendre des femmes puissantes, on va prendre la commissaire de police qui l'a traquée, on va prendre l'avocat, une mère de victime qui s'est mêlée de l'enquête aussi, Anne Gauthier, l'avocate de Guy Georges, Frédéric Ponce, une avocate de partie civile qui l'a fait craquer au procès, Solange Doumic, et puis après ils ont voulu me rajouter, mais bon, peu importe. Mais les autres, c'est que des femmes qui ont voulu, qui ont défendu Guy Georges ou qui l'ont traqué. Et c'est une manière de dire le héros, c'est pas Guy Georges, c'est pas un truc à la gloire de Guy Georges, même si on va parler un peu de son enfance, de son parcours qui permet de comprendre. Les héroïnes, c'est ces femmes-là qui l'ont combattu ou même défendu. Voilà. Et c'est ça en série sur les nouveaux supports. Enfin, moi, je trouve qu'il faut trouver un angle qui soit pas putassier, qui soit pas qui essayait d'élever un petit peu le niveau. C'est aussi le parti pris de la série Sambre, enfin du livre d'abord d'Alice Géraud, qui s'est intéressé aux victimes, aux femmes, plutôt qu'à Dino Scala, le violeur de la Sambre. C'est vrai que c'est... Tu voulais réagir, Vincent? Non, mais cette question se pose vraiment sur quand on vient nous chercher sur un projet de série tel que celui-là, on se dit toujours dans quoi je mets les pieds et à quoi ça va ressembler. Et tant qu'on n'a pas vu le produit fini, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, il faut veiller à avoir son éthique journalistique aussi, dire bah voilà, on va pas dire de conneries. Et moi, j'ai été très surpris, dans le bon sens du terme, par, j'en parlais tout à l'heure, le documentaire sur Kerviel avec les équipes d'une boîte de prod pour HBO. Et les premiers contacts, les premiers interviews, on me dit voilà, on me pose telle question, je fais la première réponse, et là, on s'arrête. Alors, tu as utilisé ce mot-là. Est-ce que c'est vraiment le bon mot? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser celui-là parce que dans la procédure, quand même, il a dit ça, et donc ça voudrait... Et là, je me suis dit, ah ouais, on va être précis, on va pas raconter n'importe quoi, et là, ça va être intéressant. Après, il y a la difficulté de l'image. Comment on évoque... Kerviel, c'est assez facile parce que c'est pas un crime de sang, mais comment on évoque des affaires de violence sexuelle, comment on évoque des affaires de meurtre, comment on évoque... voilà, l'affaire Flactif, par exemple. Moi, j'ai vu ça, c'est un doc il y a quelques temps, mais je l'ai vu récemment, donc ça m'intéresse, toutes ces choses-là. Comment évoquer sans être putassier, le terme est bon, parce que voilà, sinon c'est extrêmement facile, mais c'est extrêmement néfaste pour l'information et la diffusion de l'info au public. Vas-y, Justine. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur YouTube, on n'a pas forcément cette difficulté-là, parce qu'on va faire, c'est pas forcément, on va reprendre des acteurs pour essayer de rejouer l'histoire, mais ils font beaucoup appel à des illustrateurs, des très bons studios, notamment un studio qui s'appelle Orage, si certains connaissent, et qui illustre énormément en fait de sujets faits divers de youtubeurs, et qui permettent en fait d'avoir une certaine distance, parce que très souvent il n'y a pas forcément de visage, c'est plutôt des corps, on a des choses très artistiques qui permettent quand même de respecter les victimes, de respecter l'histoire. On a une voix off qui nous permet de suivre, et après l'idée c'est d'entrecouper avec aussi des images d'archives si on a évidemment, et par exemple l'affaire Turpin sur laquelle on avait bossé, je me souviens très bien qu'on avait l'appel de la petite fille. Donc l'affaire Turpin, c'était une affaire aux États-Unis pour ceux qui connaissent pas, où on avait 13 enfants qui étaient enfermés par leurs parents. Peut-être que là ça vous dit quelque chose, et l'idée justement c'était de pas être trop trash vis-à-vis
des photos, on avait les enfants qui étaient quand même dans des conditions vraiment déplorables. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait alterné, en fait, on avait commencé avec l'appel, en fait, à un policier d'une des petites filles qui s'était échappée. On a l'appel et tout ça illustré, en fait. On a la voiture de police qui arrive avec une voix off, tout ça. Et du coup, ça fait qu'on est vraiment dans l'histoire. Il y a une sorte de narration qui nous embarque sans pour autant rentrer dans quelque chose complètement de faux, de fictif. Et tout en respectant un minimum, parce qu'avec YouTube, il y a aussi, nous, la difficulté d'être tout simplement strike, on appelle ça être strike par YouTube, donc c'est-à-dire classé en moins de 18 ans. Et ça, il n'y a évidemment rien de pire, ça veut dire que la vidéo ne va pas être vue, et c'est évidemment pas l'objectif. Donc le truc, c'est aussi d'avoir toujours un entre-deux qui n'est pas facile à trouver. Par exemple, je ne sais pas, l'affaire Le Square par exemple, on ne pourrait clairement pas, je pense, en tout cas, la raconter sur YouTube, en tout cas en totalité. J'ai envie de dire, c'est pour YouTube, c'est pour les docs dont on parlait, mais c'est pour tous les formats en fait. On a notre limite, notre propre limite à se fixer. Quand on couvre un procès, quand on assiste au débat, les débats sont publics, tout le monde peut venir, mais nous, en tant que médias, on est là pour relayer l'information, mais on ne dit pas tout. Quand on a le médecin légiste qui vient faire son rapport à la barre sur la mort d'un enfant je repense au procès des assassins du petit Tony à Reims en 2016 de mémoire. Le procès, c'était 2020. Le petit garçon, il a 3 ans, il fait 15 kilos, il fait 1 mètre, et on a le médecin légiste qui vient à la barre détailler les lésions qu'il a subies. C'est pas forcément notre rôle de tout détailler, vraiment lésion par lésion, blessure par blessure, parce qu'on est là aussi pour faire ce filtre. Donc que ce soit dans l'image, mais aussi... Moi, quand je faisais un live tweet d'audience, les gens me disaient là, vous avez pu écrire depuis 2 heures, pourquoi ? Donc je faisais un message en disant là, c'est la déposition du légiste, je trouve que ça n'a pas d'intérêt d'aller dans ce type de détails-là. Et certaines personnes ne le comprennent pas, parce qu'il y a aussi des gens qui viennent rechercher ce trash-là. On est journaliste, en fait, quel que soit le format. Notre métier, c'est celui d'être journaliste, et donc d'avoir les mêmes règles, les mêmes limites qu'on s'impose, quel que soit le format qu'on va utiliser. Et tout à l'heure, tu le disais, Vincent, l'important, c'est quand même aussi de trouver son public. Un bon article, c'est celui qui est lu. Il y a des limites. On va pas, tu le disais, on va pas choquer. Est-ce qu'il y a une recherche, on en parlait un petit peu, Justine, en préparant cette table ronde, une recherche d'empathie. Il faut que les gens puissent s'identifier à une partie de l'histoire au moins. Est-ce qu'il y a ça dans la façon de raconter aussi les choses ? Nous, en tout cas, ce qu'on recherche souvent avec les youtubeurs quand on travaille, c'est essayer de se baser, en effet, comme ce que tu disais, où en gros, on ne va pas s'appuyer sur, par exemple, le meurtrier, le violeur. Ça ne va pas être la star du sujet, et on va essayer de prendre une victime, justement, et se mettre à la place de la victime, parce que, justement, généralement, c'est envers la victime qu'on va avoir de l'empathie. C'est la victime qui va essayer de se défendre. Alors, il y a des sujets où c'est compliqué, parce que, je ne sais pas, par exemple, dernièrement, j'ai travaillé sur l'affaire Geneviève Montillet, où c'est une femme qui a essayé de tuer deux de ses maris et qui a drogué ses enfants dans le but d'inciter ses enfants à tuer l'un des 2 maris. Donc en fait, dans l'histoire, à part alors du coup l'un des 2 maris survit, l'autre finit par décéder. Là, c'est compliqué parce qu'en fait, en termes d'empathie, oui, on a de l'empathie pour les enfants qui sont drogués à leur insu, qui après deviennent addicts et acceptent du coup de faire des choses sous l'emprise de leur mère. Mais il y a des moments, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir de l'empathie en général. Mais on essaye toujours de se mettre à la place de la victime, et c'est avec cette victime-là qu'on va raconter l'histoire plutôt que parler juste du meurtrier et du côté comment. Enfin, on va essayer d'expliquer pourquoi il a fait ce qu'il a fait, évidemment. Mais l'histoire de A à Z, on essaye toujours d'être avec la victime, en tout cas sur ces formats-là, pour que, en fait, à la fin, les commentaires et les gens puissent se souvenir aussi de choses relativement positives, même quand ça se termine pas bien, quoi. Avec la difficulté, j'imagine aussi, de garder de la distance par rapport au discours que la victime peut tenir, de sa colère, de son besoin de justice. On en connaît des mères dont l'enfant a été tué qui sortent de la salle d'audience en disant
il a pris 20 ans, c'est un scandale, voilà. Mais c'est à nous d'expliquer aussi la décision de justice. Donc on peut avoir de l'empathie pour la victime, tout en expliquant que son discours, il y a qu'elle qui peut le tenir et elle n'a pas forcément raison là-dessus. Vincent, tu parles de l'explication de la justice et c'est quelque chose auquel je crois que tu es vraiment attaché. Vous êtes tous les trois attachés à ça, mais toi particulièrement lors des live tweets, tu le disais, tu expliques comment se passe un procès à travers tes tweets. Tu peux expliquer comment tu travailles en fait Oui, moi, c'est un format que j'ai découvert en 2016 sur un procès en Auvergne, la disparition et la mort de la petite Fiona. Et on avait décidé de commencer à faire ça, à l'époque pour 20 minutes, avec une idée très bête, c'est de dire que aujourd'hui, à l'heure de la surinformation, de la surcommunication, le seul endroit où les caméras et les micros ne rentrent pas, finalement, ça reste aussi les tribunaux. Quand il y a des audiences, il n'y a pas d'enregistrement possible. Et c'est à nous, journalistes, d'être un peu le peintre de l'audience. On va essayer de décrire les ambiances, les odeurs, les atmosphères, les réactions des uns des autres. Et j'ai trouvé ce format très intéressant pour ça, d'être un peu les yeux des gens qui sont aux quatre coins de la France et qui ne peuvent pas venir assister à l'audience. Et puis surtout, d'expliquer comment fonctionne la justice. Moi, ça fait 10 ans, plus de 10 ans que j'arpente un peu les tribunaux de France et que je couvre cette matière. Et je suis toujours stupéfait du manque de connaissances des gens sur le fonctionnement de la justice. Et je trouve qu'on a un rôle, nous, médias, d'expliquer que c'est quoi les réquisitions du ministère public, du parquet. Non, ce n'est pas la décision. Comment un verdict est rendu, comment on remet en liberté quelqu'un. Ça répond à des critères très précis. Donc ouais, on a toujours un code pénal, un code de procédure pénale, et on essaye d'expliquer les choses parce qu'on le voit encore plus aujourd'hui. J'ai envie de dire, chaque jour nous l'apporte un peu plus. Les débats se tendent, se crispent sur les réseaux parce que, je ne vais pas parler de X, de Musk, etc. Mais bon, chacun a un peu le sentiment qu'il pourrait faire mieux que le juge. Chacun, derrière son ordinateur, se dit... Moi, il y a deux métiers où c'est ça. J'ai l'impression que tout le monde se considère meilleur que le sélectionneur de l'équipe de foot en disant « Mais pourquoi il a mis lui en attaque ? Il ne fallait pas le mettre lui. » Et « Mais pourquoi le juge l'a condamné à 10 ans ? Franchement, il méritait beaucoup plus. » Donc, c'est nous, notre rôle, c'est de tenter d'expliquer pourquoi le juge a fait ça. Non, ça répond à des critères, ça répond à des questions, ça répond à des objectifs. Et c'est aussi à nous d'essayer de tempérer la tension qu'il peut y avoir. Pour contrer certains programmes, on va dire, un peu populistes. On peut aussi dire ça, parce que c'est très facile. Tous les jours, on peut descendre en plateau et monter en épingle un sujet qui ne le mérite pas, de manière à orienter l'opinion dans un sens ou dans l'autre. Et nous, à BFM, parce que c'est quand même l'exercice de mon boulot à l'heure actuelle, on se retrouve très régulièrement en plateau avec ce que j'appelle des experts, parce que nous, on a besoin d'experts, qui n'ont d'experts que le titre sous le bandeau quand ils viennent chez nous, et qui ont des vérités absolues sur toutes les choses. Et notre boulot à nous, journalistes, c'est de faire du fact-checking en direct, et c'est pas simple. Quand on a un responsable politique qui arrive nanti de ses certitudes et qui vient nous dire « Ah non, mais lui, ça c'est, j'en sais rien, c'est un francocide. » Voilà, pour reprendre un terme, on a été confronté à ça il n'y a pas très longtemps. Donc on a expliqué que non, on fait du fact-checking en direct. Quand j'ai commencé ma carrière de journaliste, je ne faisais pas ça. Et il a fallu s'adapter aussi à ça. Et tu as eu des réactions d'ailleurs du monde judiciaire par rapport à ton travail en disant c'est bien, c'est pas bien Oui, alors c'est assez marrant, mais plus ça avance, il y a deux types de réactions. Il y a d'abord celle des avocats, parce qu'on a un contact direct avec les avocats qui peuvent m'appeler en disant « Oui, tu m'as dit que ma plaidoirie, elle était nulle sur ton live tweet, je suis pas content. » Donc ça arrive. Il y a ceux aussi qui disent « T'as pas parlé de ma plaidoirie, c'est pas bien. » Voilà, des réactions assez logiques. En revanche, on a un contact qui est beaucoup plus, on va dire, feutré avec les magistrats, parce qu'on n'a pas vocation à échanger avec eux. Mais oui, on a des échanges, notamment à l'occasion de la sortie de mon bouquin, où j'ai pas mal de magistrats qui m'ont contacté pour dire c'est bien, ça explique aussi notre façon de fonctionner, notre façon de travailler. Si ça peut permettre aux gens de comprendre un tout petit peu mieux, ça fait œuvre de pédagogie. Ouais. Ce que vous écrivez, etc., dans les livres, dans tous ces formats, et notamment toi, Patricia, sont des histoires et qui rentrent un peu dans l'histoire contemporaine, on va dire, l'histoire avec un grand H. Quand tu en as discuté pour préparer cette table ronde, tu t'es définie comme une passeuse et conteuse d'histoire. Ça veut dire quoi ? Ouais. C'est-à-dire que
Bah oui, c'est ça. Je suis une passeuse et conteuse d'histoires, c'est-à-dire que je me suis toujours effacée derrière mes sujets, derrière ces histoires-là. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, moi, je me suis jamais posé la question du lecteur, de combien de lecteurs je vais avoir, de combien d'auditeurs je vais avoir, etc. C'est pas mon propos. Moi, je partais du principe à Libération déjà, que quand je m'emparais d'une affaire, alors il y a les affaires incontournables, et puis il y a celles que je voulais faire moi, que j'avais choisies, et si quelqu'un me posait la question, mais tu crois que ça va intéresser les gens? Je m'en fous. Moi, elle me passionne. À partir du moment où je vais enquêter, si je trouve les bons témoignages, la manière de le raconter, bah, ça va passer, les lecteurs, ils l'aimeront. Moi, j'ai toujours réfléchi comme ça, et pour Netflix... Bah, je sais pas. Non, mais de fait, si tu... Ouais, mais en fait, si on vérifie bien, si on enquête bien, si on est sympa, si on a de l'empathie pour les gens, donc si on ramène les bons témoignages, y compris des enquêteurs ou des victimes, des proches du criminel, etc., etc., on va faire un bon papier ou on va faire un bon documentaire. Et donc, à partir de là, les gens, ils s'engouffrent derrière. Enfin, c'est pas mon truc. Et donc, oui, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à dire le jeu. On me demande des papiers, un exercice un peu plus compliqué où je dois dire je. Ben, c'est pas facile parce que la force, c'est l'histoire. Nous, on est habitués, à s'effacer derrière, tu vois. Même si Vincent, il apparaît sur le plateau, il sert une histoire et son point de vue sur l'histoire. Mais c'est l'histoire, c'est l'affaire qui compte et les gens qui sont derrière, quoi. Enfin, je crois. Justine, Vincent, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée d'être passeur, passeuse, conteur, conteuse d'histoire? Est-ce qu'il y a un côté incarné dans ce que vous faites tous les deux, un peu différent? Comment vous voyez les choses? Oui, mais ça a été très bien dit, je ne vais pas en rajouter beaucoup, mais c'est pas nous, le sujet, c'est pas nous. Nous, et même ce que Vincent pense, ce que Patricia pense, on s'en fout, les gens s'en foutent en fait, ils veulent avoir l'histoire, ils veulent savoir ce que l'enquêteur pense. Le magistrat, l'avocat, le frère, la sœur, le chien, j'en sais rien, mais pas nous, on s'en fout, nous on est là pour raconter cette histoire. Et c'est vrai que le jeu, c'est quelque chose qui est très très compliqué. Moi, avant de faire ce bouquin, on m'avait sollicité sur un autre projet de livre qui était justement de parler de ma façon de traiter des affaires judiciaires sur Twitter. Et la commande, c'était de le faire à la première personne, de raconter. Et j'y suis pas parvenu. Je pouvais pas écrire parce que je me disais, en fait, on s'en fout. Nous, on est là pour raconter une histoire. La décrypter, l'expliciter. Après, vous pouvez mettre tous les mots derrière, mais oui, on est là pour raconter. Reporter au sens reporter, rapporter des faits. Dans le cadre des faits divers, je pense qu'en effet, c'est évident, en tant que journaliste, on ne prend pas part au sujet. Le jeu, pour moi, ça n'a pas de sens, en effet. Après, dans le journalisme en général, si on sort des faits divers, moi, je suis plutôt partisane du jeu, pas pour tous les sujets. Aussi peut-être parce que je suis passée chez Vice, qui est un média américain où en fait le gonzo-journalisme, le fait de dire je, c'est beaucoup plus accepté dans les médias anglophones. Je trouve qu'à des moments, il peut y avoir un intérêt à faire partie du sujet, si c'est assumé, si c'est dit. Il y a eu des très bonnes enquêtes qui étaient faites à la première personne. Et même, par exemple, ma toute première vidéo là, sur YouTube, je me retrouve à acheter de la viande de brousse dans le but de mon enquête. Et je vois pas trop le problème. Après, en effet, pour les faits divers, pour le coup, je trouve qu'il n'y a pas débat, en effet. Sauf si on sort quelque chose. L'histoire du magot du gang des postiches volé par Michel Fourniret. Là, je découvre le truc, la police, la justice, ils ne le savaient pas. Là, il y a une part de jeu où tu le dis. Où, tu peux le raconter. Un petit peu, voilà. Mais moi, il y a un truc qui m'insupporte dans les nouveaux trucs à la mode, là. Il y a toutes les maisons d'édition, là, ont créé leur collection True Crime. Font travailler des gens qui ne sont pas forcément des journalistes et qui, en fait, se mettent en avant, parfois, font du faux gonzo-journalisme.
Et je trouve ça mais insupportable. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tu sens que le mec, il se met en avant pour rien. Alors, je vais dans tel village, je vais dans le café, je vois la dame. Je trouve ça d'un ridicule. Non, mais franchement, j'ai été contactée par toutes ces maisons-là. Il y a 10-18, il y a Hachette, il y a Darkside, il y a la manufacture de livres qui s'y met. Ils m'ont tous demandé des trucs. J'ai dit, mais écoutez, si c'est pour faire 150 000 signes avec « je vais dans le village, je vais découvrir le... » Non, mais t'es pas obligé de le faire, Patricia, mais c'est quand même mieux. J'ai dit, ben, de toute façon, je peux pas, j'ai pas le temps. Et juste là-dessus, parce que c'est des questions qui nous sont posées notamment via les interactions avec les réseaux sociaux. En tout cas, moi, on me demande régulièrement quand je couvre un procès ce que je pense. Est-ce que le mec est coupable? À quelle peine je le condamnerai? Est-ce que c'est vraiment lui le coupable? Donc voilà, autant de questions, vous l'imaginez bien, auxquelles je ne réponds jamais, mais c'est quand même quelque chose de très très fréquent. Et je leur dis, mais en fait, je suis pas magistrat, c'est pas moi qui juge, moi je suis là pour raconter comment les autres jugent. Mais les gens ont du mal à comprendre ça en disant, oui, mais vous avez enquêté, vous avez ouvert le dossier, vous avez suivi l'audience, du coup vous avez bien. Oui, mais mon avis, on s'en tape, c'est la même chose que pour le boulanger du coin ou le boucher du coin. On est journaliste, on n'est pas magistrat, c'est clair. Avec toutes ces déclinaisons sur un peu tous les supports, on touche forcément des nouveaux publics, parfois extrêmement loin des médias traditionnels. Justine, est-ce que tu sais qui te regarde sur YouTube? Je sais tout. J'ai même été très choquée, on va dire, de toutes les infos que YouTube collecte sur les viewers. Du coup, parce qu'en fait, je travaillais avec des youtubeurs, mais ils me donnaient pas accès à toutes leurs statistiques. Depuis que j'ai ma propre chaîne, du coup, j'ai pu avoir accès à ces statistiques-là, et c'est quand même assez impressionnant. Donc, je sais que j'ai 80% d'hommes qui me regardent. Je sais où est-ce qu'ils habitent globalement au niveau de leur région en France, si c'est à l'étranger ou pas, l'âge qu'ils ont. Alors, du fait que je suis relativement jeune, c'est bien parce que j'ai un petit peu de tout. Au niveau du sexe, j'étais assez étonnée que ce soit pas au niveau de la parité, sachant qu'en plus je suis une femme. Mais par exemple, Charles Villa, avec lequel je travaille, m'a dit que tout ce qui était sujet d'actualité, sujet fait divers, en fait, ça intéressait plus les hommes que les femmes. Je suis pas d'accord. Je ne sais pas pour vous les filles qui font partie là de cette audience aujourd'hui. Mais après, avoir aussi, selon l'algorithme qui est proposé, il y a un algorithme qui est très genré malgré tout sur YouTube, où on va proposer au niveau des recommandations en fait, sur la page d'accueil, des fois des sujets un petit peu plus genrés qui vont être dits féminins et des sujets plus actualité, géopolitique, etc. aux hommes. Ça peut s'expliquer comme ça, malheureusement. Mais en effet, pour le coup, j'ai accès à plein de données. Évidemment, je ne sais pas pour qui les gens votent, mais je le vois en commentaire. Mais c'est vrai que pour le coup, j'ai l'impression de toucher beaucoup plus de gens différents que quand je travaillais pour des médias traditionnels qui sont des personnes qui vont avoir l'habitude de consommer des médias, qui vont faire cet effort-là, alors que en fait, il y a des personnes sur YouTube qui vont aller sur YouTube pour un contenu divertissant sur le principe et qui vont en fait passer de vidéo en vidéo et tomber sur moi et j'ai envie de dire bon bah tant mieux, j'ai fait mon boulot. Un petit peu de tout, ouais. Pour le coup, j'ai pas beaucoup de moins de 15 ans, mais majoritairement, c'est du 18-25. Après, j'ai à peu près en kiff-kiff sur du 25-40 et un petit peu moins sur au-dessus de 50, quelque chose comme ça. Mais pour le coup, c'est beaucoup plus clair au niveau des âges où là, ça va être assez varié, alors que sur le sexe, je n'y attendais pas du tout. Je vous renvoie d'ailleurs sur le sondage Via Voice qui est paru aujourd'hui, hier ou aujourd'hui sur Ouest France. Voilà, c'est les relations entre les Français et les faits divers. Il y a des questions assez intéressantes et des résultats assez impressionnants. Vincent, pour toi, pardon. Non, je voulais juste compléter parce que c'est vrai qu'il y a des formats en fait qu'on découvre. Enfin, je ne vais pas dire que je suis vieux ou pas vieux, j'ai 40 ans, mais quand BFM, puisqu'on décline sur plein de formats, vient me voir en disant « Ah bah, on voudrait faire un TikTok là-dessus ». Alors j'ai essayé de m'y mettre, hein. Je l'ai téléchargé plusieurs fois, j'ai regardé, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, donc on se retrouve à faire une vidéo.
Je sais pas pour quel public, je sais pas. Et c'est vrai qu'avec ces nouveaux formats, parfois, on touche des gens, on ignore même comment on va réussir à les toucher. Mais ça... Pour les live tweets, tu sais qui te dit? Non. Parce que tu n'as pas moyen de le savoir non plus. J'ai jamais voulu payer Elon Musk pour avoir les statistiques. Et encore moins, non, en fait. Enfin, je sais que j'ai 40 000 abonnés et Okay. j'ai des gens qui m'écrivent, mais je sais pas quel âge ils ont, d'où ils viennent. Au-delà de 2-3 cas particuliers qui vont m'écrire, mais sinon, je sais pas. Il n'y a que eux qui savent. Oui. Et c'est bien comme ça. Je voulais juste dire un mot sur l'impact phénoménal du TikTok et compagnie, là, même YouTube. C'est-à-dire que maintenant, la moindre émission de télé, c'est l'hebdo, c'est à vous, plein d'émissions, ils refont ensuite, il y a le sujet YouTube. Et en fait, le sujet YouTube, il est énormément vu. Et moi, pour le dernier bouquin, c'était les vieux braqueurs de Kim Kardashian. Et Vanity Fair fait une interview et me demande à faire 2 vidéos. Et au départ, c'était 1, après, c'était 2. Et en fait, je pense que c'était une grosse erreur. Parce que, première vidéo de 5 minutes, si tu veux, en 2 jours, 3 millions de vues. Et mon bouquin, c'est un beat total. Je veux dire, c'est celui que j'ai le moins vendu de tous mes bouquins. Et c'est hallucinant. Et en fait, je me rends compte, c'est pas les mêmes publics. TikTok, c'est des jeunes qui n'achètent pas les livres. Tu vois, mais j'ai eu une promo de malade, j'ai eu des médias comme jamais. Et non, parce que les gens, ils entendent, tu vois, ils l'entendent en podcast, ils le voient sur YouTube, ils le voient sur TikTok, et ils se disent, à quoi bon, je sais tout, tu vois, je vais pas acheter son bouquin, là, nanana. Alors que, donc on se fait concurrence, même entre, voilà, tout seul. Patricia, est-ce que tu sais qui écoute tes podcasts pardon ? Non, franchement, je ne sais pas. Je sais que pour Netflix, mais Netflix, c'est déjà très compliqué d'avoir les chiffres. Une économie, ils sont obligés de les donner à la SCAM, qui est la Société civile des auteurs multimédia, pour nous reverser en fait les droits d'auteur. Parce qu'ils ont été obligés, Netflix, de passer un accord justement avec la SCAM pour notre série. Ça a mis 2 ans à l'accord, mais on a un nombre de vues cumulé global. Pour un ordre d'idée, pour la série Sambre sur France 2, c'était 3,3 millions de téléspectateurs en moyenne. Ouais. Et pour Netflix, donc à l'époque de la diffusion, c'était 158 millions d'abonnés à l'époque. Donc autant de spectateurs potentiels. Même ici, il est clair que le public anglo-saxon était peut-être moins intéressé par The Little Gregory. Mais elle continue à tourner dans le monde, et ça c'est dingue. Et moi je comprenais pas, entre le moment où on a rendu tous les épisodes fabriqués et il y a eu 7 mois, je crois, je dis mais qu'est-ce qu'ils foutent? Et en fait ils faisaient la traduction et ils ont fait doubler, il y a 6 versions doublées. Et j'ai compris ça le jour où il y a un mec aux États-Unis qui dit moi j'ai fait la doublure de l'avocat Gérard Welzer. Je me dis mais c'est dingue. Et Le Grêlé, là, Insoupçonnable, notre série, elle a fait 2 100 000 téléspectateurs chaque épisode aussi sur France 2. Et juste sur la différence de récit, moi, par exemple, entre Grégory pour Netflix et Insoupçonnable pour France Télévisions, je me suis rien interdit. J'ai l'impression d'avoir fait pareil et d'avoir eu la même liberté. Ça touche pas du tout le même genre de public. Et voilà. Quand, au bout d'un moment, si les gens nous font confiance et qu'ils donnent le budget pour faire un truc correct, voilà, on fait pareil. Et après, derrière les audiences, il y a évidemment l'économie, il y a de l'argent. Justine, tu l'as abordé rapidement tout à l'heure. Quel est le modèle économique sur YouTube ? Visiblement, il y a de l'investissement, mais il y a cette question de faire rester les gens jusqu'au bout. Oui, complètement. Il y a plusieurs manières de gagner de l'argent sur YouTube. Principalement, c'est en premier la monétisation, qui est accessible à partir d'un certain nombre d'abonnés et un certain nombre de vues. Par exemple, moi, j'ai pu avoir accès à la monétisation il n'y a pas longtemps parce que j'ai atteint plus de 10 000 abonnés sur YouTube et que j'ai cumulé plus de 4 000 heures de vues. Donc, il faut avoir ces 2-là pour activer la monétisation. Et à partir de ce moment-là, il y a des pubs qui s'affichent avant que les gens regardent votre vidéo. Donc ça, c'est le principal, on va dire, modèle de rémunération sur YouTube, mais il n'empêche que c'est pas assez, à moins d'être Squeezie, qui en effet, il a 20 millions d'abonnés. Là, ça va aller pour lui. Mais par exemple, Charles Villa, avec lequel je travaille, qui est journaliste et qui du coup se refuse de faire des partenariats où en fait il va y avoir une sponsorisation au sein même de la vidéo. Il va dire cette vidéo est sponsorisée par, admettons, NordVPN, et il fait la pub et il est payé
par ce VPN pour faire la pub dans la vidéo. Lui, il s'y refuse en tant que journaliste et il a raison, c'est tout à fait honorable. Mais du coup, ça fait qu'il est obligé de vivre de ses vues, ce qui aujourd'hui n'est pas possible. Il est obligé de continuer à faire des documentaires pour Brut en parallèle. Si vous allez à sa conférence cet après-midi, je pense qu'il pourra vous en parler encore mieux. Donc il y a du coup la monétisation, le fait que les gens en effet restent sur la vidéo. Si par exemple quelqu'un clique sur la vidéo mais ne reste pas, ça ne va pas vous faire d'argent tout simplement. Donc plus on a d'abonnés et plus on reste jusqu'à la fin de la vidéo, mieux c'est. Et c'est ça qui fait qu'en effet le true crime, ça a été aussi beaucoup envisagé par les youtubeurs. Il y a très peu de formats histoire où en fait on sait que les gens vont pas décrocher. Et là pour le coup, il n'y a rien de mieux qu'un fait divers dans le sens où les gens sont happés et veulent aller au bout. Mais c'est vrai que YouTube, aujourd'hui, c'est très compliqué, en fait, surtout en tant que journaliste, de se lancer si on veut faire les choses correctement et éthiquement et déontologiquement. Et je lisais un article là-dessus l'autre jour. Il y a du coup un petit écosystème qui se crée entre youtubeurs, journalistes français pour s'entraider, pour se prêter des choses, des studios, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est vraiment tout nouveau. Où du coup, en effet, c'est Charles Villa, moi. Il y a aussi Benoît Lecor, qui est un ancien du Monde, où on essaye justement de travailler ensemble. Camille Reporter également. On est 4 et on travaille au même endroit et on essaye d'avoir on va dire, des aides dans le sens où, voilà, Charles, par exemple, a évidemment plus de moyens, il a son studio, donc il va nous prêter son studio. Bon, nous, on ne peut pas prêter quoi que ce soit à Charles comparé à lui, on n'est rien pour l'instant, mais voilà, évidemment, le conseil, on lui donne notre avis avant qu'il diffuse une vidéo. Mais généralement, c'est toujours utile. Donc, l'idée, c'est de créer un petit peu le modèle à la Johnny Harris, qui est un youtubeur journaliste très connu aux États-Unis et qui a créé justement tout un conglomérat de journalistes sur YouTube et qui a sa petite équipe du coup de journalistes où lui en fait a lancé plusieurs journalistes qu'il trouve en fait intéressants sur cette plateforme. Et là, l'idée, c'est un peu de faire la même chose, même si évidemment on n'a pas les moyens de Johnny Harris. Pour rester sur le côté économique, les podcasts, on se demande toujours comment ça fonctionne économiquement. Les livres, est-ce qu'on vient vous chercher ? Tu disais, Patricia, on est venu te chercher parfois. Est-ce que c'est vous qui proposez ? Et puis, est-ce qu'il y a une économie derrière ? Ou est-ce que c'est d'abord... est-ce que derrière, c'est compliqué ? Tu disais, il y a des livres qui se vendent plus ou moins bien. Oui, c'est ça. Oui, mais en même temps, au bout d'un moment... l'éditeur me donne maintenant un avaloir assez conséquent. Et ensuite, je dois rembourser cet avaloir, sachant que sur un grand format comme ça, j'ai 10%. Ça veut dire 1,90 €. Non. 2,19 €, pardon. Sur un poche, c'est du 7%, donc ça veut dire 49 centimes, enfin des trucs du genre. Mais à la limite, si je ne rembourse pas mon avaloir, si les ventes du livre ne permettent pas de rembourser mon avaloir, je le garde quand même. C'est-à-dire, c'est mon compte est débiteur sur tel livre, mais à côté, j'ai des comptes positifs, tous les autres sont positifs. Donc, ça fait rien. Et par exemple, sur le Kim et les papis braqueurs, l'économie, en fait, de l'adaptation, il y a une adaptation en cours, donc ça va être un film documentaire avec une copro française et américaine. Et du coup, eux ont racheté tous les droits sur ce livre, y compris les droits fiction, les droits cinéma. En fait, ils préemptent, quoi. C'est un côté chiant, mais bon. Alors, c'est pas un contrat mirifique parce que je me suis mal démerdée, mais bon, c'est pas grave parce que moi, j'ai quand même un contrat à part comme auteur de ce film. Tu vois, donc c'est encore autre chose. Par contre, les podcasts, c'est zéro. Franchement, c'est nul. Moi, j'ai rien eu. J'ai rien eu sur le podcast. Hein. Ça, c'est pas bon du tout. Et après, sur évidemment la série Grégory, une série comme ça, ou même Les Femmes et l'Assassin. Moi, j'avais un contrat de co-réalisatrice, j'avais un contrat de co-auteur. Et puis derrière, en fonction de la diffusion, la SCAM donc nous reverse après diffusion, 1 an après, les droits en fonction des vues. Et ça continue. Par exemple, je sais que pour Netflix, elle continue à être vue dans le monde entier, puisque moi, chaque année, je reçois quand même un peu de droits d'auteur.
alors que je ne suis qu'à 17% sur ce compte, parce que c'est d'abord Gilles Marchand, son adjointe, et nous, les 3 Coréales, on a 17%. Et malgré tout, ça fait quand même quelques milliers d'euros. Donc, c'est... Voilà. Vivre de livres, on n'y arrive pas. À mon avis, vivre de YouTube, pour l'instant, c'est dur. Il faut, en fait, panacher. Enfin, si... On ne va pas vous demander le montant mirifique des contrats signés par Netflix ou HBO, mais... Non, pour les livres, il y a une telle production de livres sur ce secteur que pour vraiment gagner de l'argent avec ça, oui, il faut avoir un nom très ronflant, en avoir fait 15, etc. Par exemple, pour mon bouquin, pour que je rentre dans mon avaloir, c'est-à-dire donc au début, quand l'éditeur signe un contrat avec vous, il vous donne une somme d'argent que vous touchez, et c'est ce que vous commencez à rembourser avec les ventes. Pour que je rembourse cet avaloir, je crois qu'il faut que j'en vende 4 ou 5 000, ce qui est déjà beaucoup en fait. Les bouquins qui dépassent les 10 000 exemplaires, c'est extrêmement rare. Et après, on a un pourcentage comme ça. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de paradoxal à se dire, un bouquin, on va en vendre 4 000 ou 5 000, ce qui peut paraître dérisoire. Et je fais un plateau sur BFM où ça va être 400 000 téléspectateurs, par exemple. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut prendre en ligne de compte. On ne peut pas se baser uniquement sur un format ou uniquement sur quelque chose. Et le fait de panacher, ça permet aussi... moi, j'ai un statut de salarié en CDI, donc je touche un salaire de BFM, mais voilà, de faire des choses à côté, ça permet de panacher la rémunération aussi, quoi. Parce qu'on parlait de tout ce que vous avez fait à côté de votre activité principale, ou vous avez plusieurs activités. Est-ce qu'il y a des projets, enfin on a parlé donc il y a des livres, il y a des actualités sur YouTube ou dans des livres. Est-ce que vous pouvez nous en parler, à la fois de votre actualité et peut-être des projets que vous avez par ailleurs? J'ai aussi un projet de livre. Alors, j'avais déjà été édité qui est sur une enquête sur le ministère de l'écologie il y a 3 ans déjà. Donc c'est un projet qui est encore un petit peu secret, donc je peux juste un petit peu vous donner des indices, mais qui va se passer dans la prison pour femmes de Fleury-Mérogis. Voilà, où ça fait déjà bientôt 1 an et demi que je suis dessus, donc ça ne devrait pas tarder, on va dire, où je vais pouvoir enfin vous en parler officiellement. Et puis sinon, très honnêtement, c'est ma chaîne YouTube à laquelle je vais me consacrer le plus ces prochains mois et j'espère ces prochaines années. En tant que journaliste, je trouve que c'est un beau défi d'essayer de s'émanciper sans vraiment s'émanciper des médias traditionnels. En tout cas, moi, c'est un peu ce que j'ai envie d'essayer là, ces prochains temps. Moi, je réfléchis à l'idée d'un deuxième bouquin, puisque celui-là s'appelle Les défendre tous, et j'aimerais bien faire les accuser tous, et d'aller voir les magistrats plutôt que d'être allé voir les avocats, mais je suis à la recherche du temps perdu, comme dirait l'autre. Est-ce que tu peux juste nous redire en quelques mots comment tu as choisi parce que là le projet le bouquin qui a été sorti, c'est une maison d'édition qui était venue me chercher pour faire les avocats les plus célèbres, Vergès, etc. Ce à quoi j'ai dit moi je préfère faire des avocats que j'ai connus ou des affaires que j'ai connues. Comment on défend toutes ces personnes-là. Et donc c'est 10 portraits d'avocats qui ont été dont la vie a un peu vacillé avec la défense de quelqu'un. Que ce soit, j'ai fait l'un des avocats de Fourniret, t'en parlais tout à l'heure, sur le gang des postiches d'ailleurs. J'ai fait l'avocat de Dominique Cotteret qui avait tué ses 8 bébés. Voilà, j'ai fait des choses diverses et variées. Et là, désormais, je me dis, j'aimerais bien aller voir les magistrats qui, au lieu de les défendre, les ont accusés pour voir aussi comment eux ont vécu ces affaires-là. Sur les mêmes histoires ? Pleine réflexion. Ouais. Moi, je l'ai un petit peu dit. Déjà, moi, j'ai mon rubrique faits divers. Et là, c'est un format... En fait, je me suis aperçue que les gens... J'ai un bouquin qui a hyper marché. C'était celui sur le 36 quai des Orfèvres. Parce que c'est comme des nouvelles. En fait, c'est des histoires différentes. Il y a 25 histoires différentes. Et les gens, dans les salons... Je fais pas mal de salons, de festivals en France ou de librairies. Et il y a des gens qui lisent très peu, en fait. Et donc, effectivement, ils écoutent la radio ou regardent la télé, mais il y a des gens qui ne sont pas du tout lecteurs et ils me le disent. Et à chaque fois, ils commencent par le 36 parce que c'est plein d'histoires différentes. Et là, en fait, là, j'étais à un festival à Caen.
Ils se sont rués dessus, les non-lecteurs, parce qu'ils disent en plus, on en a pour notre argent, ça fait 500 pages. Et il y a 69 histoires, etc. Et bon, alors ces histoires, c'est pas des papiers bruts de Libé que j'ai repris. Hein. D'abord, il a fallu en choisir un seul. Je m'obligeais à en choisir un seul par affaire. Même quand j'en avais écrit 17, 20 ou 25. Donc ça, c'était un peu compliqué. Bon, d'essayer de choisir le mieux, voilà, soit un papier très anglais, soit qui retrace bien toute l'affaire. Et après, je raconte ce que l'affaire ou la personne est devenue. Et puis, j'ai rangé ça en 14 parties thématiques. Voilà, donc il y a aussi bien la mort que les tueurs en série, que les grands bandits, les évasions, les écoutes, les lieux du crime, les espions, les crimes au féminin. Enfin, voilà. C'est très, très varié, mais tout ça, c'est les faits divers. Voilà, parce que là, maintenant, les gens, ils m'ont catalogué un peu Madame Guy Georges, Madame Grélé. Ah ouais, non, mais je suis cataloguée tueur en série, mais grave. Et je fais pas que ça. Tu vois, les bandits, ça les intéresse. Les gens, voilà, les postiches, non, enfin, c'est moins. Non, ils veulent du lourd. Hein. Et ben là, je leur montre, il y a les deux, quoi. Il y a 200 pages, c'est des crimes, c'est sûr, mais il y en a 120, c'est autour de l'espionnage, du renseignement, il y en a 120 autour des grands bandits et des histoires plus cocasses, quoi, un peu plus drôles. Avant de passer la parole à la salle, et j'imagine qu'il y aura des questions, peut-être une dernière question adressée à vous trois. Sur quelle affaire emblématique vous aimeriez travailler, vous auriez aimé travailler, ou que vous voudriez traiter, et sous quel format vous le feriez ? Difficile. On n'a pas donné nos questions avant. Oui, non. Moi, j'aimerais bien retravailler sur l'affaire de la disparition de la petite Fiona parce que c'est vraiment l'un des gros procès d'assises que j'ai couvert. Il y en a eu 4 de procès d'assises pour des raisons diverses. Et on n'a jamais eu vraiment le fin mot de l'histoire. Le corps de cette petite fille n'a jamais été découvert et j'aimerais bien retravailler là-dessus et j'aimerais bien le faire sous format documentaire. Il faudrait que je trouve le temps, les financements, etc. Mais si j'avais quelque chose à choisir, ce serait là-dessus, en fait. Il n'y a jamais eu de fait entrer l'accusé sur cette affaire. C'est une idée. Si quelqu'un écoute. Affaire dont on parle beaucoup en ce moment, le Square Neck. Vu que j'avais commencé à travailler dessus il y a des années maintenant, quand il s'était fait choper, c'est vrai qu'il y a un truc où, en tant que journaliste, quand on a commencé à travailler dessus et quand là, ça débute, on se dit « Ah mince, il y a cette petite frustration. » Du coup, je lis tous les papiers pour suivre l'histoire, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé aller au bout. Il y a vraiment juste ce truc de journaliste où, quand on a commencé une affaire, on a envie de la terminer. Je pense que ce serait plutôt ça. Et après, évidemment, là, pour le coup, je pense de l'écrit, parce que je trouve cette affaire relativement sordide. Donc très compliqué, en tout cas, à illustrer sur un format vidéo, je trouve. D'ailleurs, j'ai une petite question sur l'illustration. On en parlait tout à l'heure, la difficulté d'illustrer dans des vidéos. Est-ce que l'IA peut intervenir dans ce cadre-là ? Oui, mais non. Oui, techniquement, oui. Techniquement, oui, c'est clair. Techniquement, oui. Mais évidemment, ça se verra, déjà. Parce que, à part quelques très bonnes vidéos IA, en fait, si on a un petit peu l'œil, on le voit. Et puis, heureusement, en France, on protège pour l'instant quand même relativement bien, en tout cas dans le milieu journalistique, les auteurs et les journalistes vis-à-vis de l'IA. En tout cas, moi, je sais que je m'y refuse totalement. Le projet en cours, enfin il y a 2 projets en cours, 5 projets en cours, mais je pense qu'il y en a 2 qui... Non, il n'y a pas d'histoire en particulier, enfin il y en aura sûrement, mais je suis assez rationnelle et on n'a pas le temps de tout faire. Donc là, je me barre plutôt sur une mini-série 6 épisodes, flics et voyous, genre, avec voilà, toujours des histoires, mais différentes. C'est pas une affaire en particulier. Ce serait plutôt 6 affaires. Et puis un livre plus personnel que j'arrive pas à faire parce qu'il faut dire mais je vais réussir à le faire. Et puis après je participe à des poules de scénaristes sur 2 projets et en fait plus ça va, plus je pense que c'est pas mon truc. Enfin, parce que j'ai fait des formations pour ça, mais il y a un nombre d'allers-retours, de traitements, de ceci. J'ai l'impression que c'est une perte de temps phénoménale.
Donc, je ne sais pas ce que ça donnera. S'il y a un des projets qui aboutit, peut-être que je changerai d'avis. Mais pour l'instant, je pense que c'est pas mon truc. Il faut que je reste sur le documentaire et tout. Ils se prennent trop la tête. C'est vraiment... voilà. Ok, vraiment juste avant de vous laisser le micro, je vous rappelle qu'il y a les livres de nos invités qui sont disponibles sur le stand juste à l'entrée. Et je vous rappelle également qu'il y a le salon de livres du journalisme qui se tiendra ce samedi 15 mars. C'est entre 11h et 19h à la Bibliothèque centrale. Donc vous pourrez rencontrer entre autres les grands reporters Dorothée Oliéric, Maryse Burgot, Olivier Dubois, le journaliste qui avait été retenu en otage pendant 711 jours par un groupe djihadiste. Il y a également Vincent Jarousseau, le photojournaliste spécialiste de la fracture française. Il y a d'autres monuments, genre Michel Denisot. Voilà. Donc c'est samedi à la Bibliothèque centrale. Et on vous laisse maintenant la parole pour les questions. Oui, bonjour. Moi, je voudrais savoir, c'est une question un peu personnelle, mais comment vous pouvez supporter d'être au contact avec tant d'horreur ? Parce que nous, on en lit une de temps en temps, bon, mais vous, rien qu'à vous entendre, ça a l'air d'être votre quotidien. Comment vous faites pour gérer ça ? On en parlait tout à l'heure, c'est un sujet qui revient régulièrement et de façon récurrente. Je pense qu'on a tous une espèce de barrière qui nous permet de mettre à distance les événements. Et après, moi, je l'avoue très facilement, il y a certaines affaires que je couvrais au début que je ne couvre plus, où je ne vais plus aller au procès, sauf si vraiment... Voilà, ça m'intéresse, mais je parlais tout à l'heure du procès des assassins du petit Tony à Reims en 2016. Il se trouve que au moment du procès, ma fille avait l'âge de Tony quand il est mort, avec les mêmes mensurations, la même taille, le même poids, et c'est quelque chose où on a du mal à ne pas faire une espèce de transfert. Mais sinon, pour le reste, on se met à distance quotidiennement. Voilà. Disons qu'il y a un truc compliqué, et ça c'est très personnel. Il faut qu'on arrive à trouver un équilibre entre ne pas se blinder complètement, parce que sinon on perd la sensibilité, l'émotion pour transmettre aussi au lecteur. Mais il faut quand même un peu se blinder. Donc il faut des échappatoires. Moi, je vais danser, je vais boire du pastis, je vais aller m'éclater, je vais aller à la mer. Non, mais voilà, c'est un truc comme ça. Un procès, ce qui me sauve, c'est comme on essaye toujours de trouver l'humain derrière une affaire, ça nous tient. Moi, ça me permet de passer au-dessus des horreurs qu'on voit, parce que l'humain derrière, la victime, les parents du criminel, parfois, ça me sauve, ça m'aide à passer le cap. Mais il y a des gens, comme moi, c'est les Fourniret. Premier procès des Fourniret à Charleville-Mézières en 2008, c'était, je ne sais plus si c'était 11 ou 13, je pense que c'était 13 semaines de procès, avec des horreurs en permanence, à Charleville-Mézières en hiver. Mais là, je peux vous dire que... on m'avait proposé derrière, justement, les éditions Fayard voulaient un bouquin sur les Fourniret, mais j'ai dit, mais jamais. Passer 6 mois à écrire avec eux, mais ça m'était impossible. Alors que pour Guy Georges, ça m'était possible parce que je me raccrochais à quelque chose dans son enfance, de bébé abandonné, etc., qui me permettait de passer au-dessus. Mais les Fourniret, j'arrive pas, quoi. Voilà, non, il faut trouver des trucs. Et c'est pas que la vie. Moi aussi, j'ai 2 enfants. Je fais plein de trucs à côté. Il y a pas que les trucs comme ça. Et à la limite... je dirais que, paradoxalement, ça a renforcé mon optimisme, ce qui est assez bizarre, parce que je suis de nature plutôt gaie et optimiste. Mais du coup, quand il m'arrive à moi quelque chose de dur, même très dur parfois, mais je dis, mais attends, mais c'est rien, mais à côté des victimes de Guy Georges, de Fourniret, mais ouah, ça va, tout va bien. Non, franchement, ça permet de relativiser. Je pense que l'avantage que j'ai comparé à vous deux, c'est que je ne couvre pas des faits divers au quotidien. Donc c'est juste de temps en temps. Donc je pense que ça me permet justement d'espacer, de prendre le temps de respirer. Mais c'est vrai que je pense que c'est un truc que beaucoup de journalistes ont, et pas uniquement sur les sujets des faits divers, c'est qu'on a cette capacité à se distancer des sujets sans pour autant en effet perdre d'empathie. Mais il y a ce truc où en fait c'est le travail.
Par exemple, ma meilleure amie est médecin et elle a affaire sans cesse à des personnes qui décèdent. Et c'est ce truc-là où on se dit, ok, je fais mon travail et j'essaye de garder cette empathie, mais quand je rentre chez moi, j'essaye de laisser les sujets sur le palier parce que c'est vrai que sinon, il y a de quoi être un peu triste, quoi. Pour compléter ces réponses, Marie et moi, demain matin à 9h15, nous animerons un atelier consacré justement aux risques psychologiques pour les journalistes, pour les faits diversiers. Parce vous dites il faut trouver des échappatoires, mais en fait, dans les médias, il y a très très peu de réponses qui seront apportées. Voilà, et on sera avec le docteur Olivia X, qui est médecin au sein de l'AFP et qui met en place des programmes d'aide, de soutien aux journalistes. Bonjour. Il n'y a plus que les journalistes qui traitent du true crime, il y a aussi des auteurs et autrices, je pense à Philippe Génada, Emmanuel Carrère, qui a couvert par exemple le procès des attentats du 13 novembre. Quel regard vous portez sur ces auteurs qui ne sont pas journalistes et qui font du true crime ? Alors, ce sont mes deux chouchous, Philippe Génada et je suis sa fiancée virtuelle, a-t-il dit. Donc, on est très potes. Et je trouve que ce que fait Jainada, c'est formidable. À la fois dans le travail de recherche, d'archives, et puis dans la restitution. Emmanuel Carrère, j'admire l'adversaire et ce qu'il fait. Mais pour ces deux-là, ce sont vraiment mes chouchous. Mais il y en a d'autres que je ne citerai pas et qui franchement, qui font n'importe quoi avec la réalité. Dans ce cas, en fait, il y a des gens, ils s'emparent parce que c'est plus facile. Moi, je leur dis, vous êtes romancier, faites preuve d'imagination, c'est votre boulot, quoi, tu vois. Et en fait, c'est plus facile, je pense, de partir d'un fait réel. En plus, c'est à la mode. Et après, il y en a qui se permettent, si tu veux, de transformer. Donc, ils transforment légèrement les personnages, mais on sait qui c'est dans la réalité. Et ils bouchent les trous de l'énigme, tu vois, avec des trucs un peu zarbi, quoi. Et moi, je trouve que ça, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est pas le cas de tous, mais il y en a qui font vraiment des drôles de trucs. Il y en a un jour, je me retrouve dans un débat avec lui et il avait fait un bouquin, La Mésange et l'Ogresse, sur Monique Olivier. Voilà. Et il était dans la tête de Monique Olivier. Et moi, pendant le débat, je lui dis, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc de se mettre dans la tête d'un tueur en série ou d'une tueuse en série Et il me dit, ah mais non, attendez, j'ai fait attention, j'ai pas pris Fourniret, je ne me suis pas mis dans la tête de Michel Fourniret, mais dans la tête... Mais je trouve ça assez lamentable. Il a fait un tabac avec son bouquin, hein. Moi, ça me scie, quoi. Ouais, je pense qu'il faut distinguer un peu les deux. Enfin, c'est ces grands auteurs qui vont faire un travail vraiment de qualité là-dessus. Mais à partir du moment où sur une affaire qui est aussi terrible ou sensible que celle-là, se permettre des libertés vis-à-vis de la vérité, c'est... Je reprends, c'est un de mes anciens directeurs de la rédaction qui m'avait donné ce petit conseil avant d'écrire sur n'importe quel fait divers, me dire que les personnes sur lesquelles on écrit existent et ils ont des sentiments, que ce soit les personnes qui font partie de la famille du criminel ou des victimes. Il faut toujours avoir ça en tête aussi. À un moment donné, ça évite parfois d'écrire la phrase de trop. Ouais, je suis d'accord avec vous. Et à la limite, je préfère des auteurs comme Karine Thuil qui prennent vraiment le temps de rencontrer tout le monde judiciaire et comprendre comment ça se passe et inventer ensuite toute une histoire qui se passe autour du monde de la justice. Mais on sait que c'est de la fiction et pour autant, elle a fait un travail des fois peut-être plus journalistique que certains auteurs qui se basent sur de vraies histoires. Oui, c'est très bien. Bonjour. Moi, j'avais plutôt une question sur, encore une fois, le modèle économique de YouTube, et du coup, peut-être plus pour vous, Justine Rex. Je voulais savoir, du coup, votre position aussi sur les placements de produits que vous pourriez faire. Enfin, vous avez fait une vidéo, mais donc peut-être que c'est une question qui va se poser plus tard. Et moi, je ne comprends pas pourquoi Charles Villa ou d'autres YouTubeurs se refusent de faire de la publicité. Je veux dire, moi, en tant que joueur, je serais heureux d'avoir du contenu gratos sur YouTube et que ce soit financé par des placements de produits, surtout si ça peut vous permettre d'avoir une certaine liberté ensuite de continuer votre activité, quoi. Et je veux dire, les médias font des centaines de pubs pour des voitures, pour des montres, enfin, on s'en fout. Mais on comprend quand même pourquoi ils le font, parce qu'il y a un modèle derrière.
Voilà, je voulais aussi avoir votre position là-dessus. C'est un éternel débat, en fait. C'est un débat qui est intéressant et qui, je pense, va se poser de plus en plus avec le nombre de journalistes qui arrivent sur la plateforme. Il y a deux camps. Il y a le camp de Charles qui veut absolument pas faire justement de sponsor parce qu'en fait, ça va être à son nom, contrairement aux médias où en fait, tu vois, il y a l'article du journaliste qui est fait par le journaliste et à côté, on a cet encart pub qui est fait par en fait la com ou le marketing et du coup, il y a une distanciation parce qu'en fait, en tant que journaliste, on ne sait même pas en fait quels vont être les partenaires, les pubs et ça va normalement, je dis bien normalement, ne pas nous empêcher de faire une enquête sur Subway et avoir une pub pour Subway à côté. On sait qu'il y a des petits contre-exemples, mais normalement, c'est ça. Donc, normalement, quand on fait notre demande de carte de presse, on doit s'engager à ne pas faire de communication. Il y a aussi ça qui fait que. Après, on a des journalistes qui ont trouvé des bonnes parades, je trouve. Par exemple, Hugo Décrypte. Lui, évidemment, au bout d'un moment, quand on a une chaîne YouTube, il faut se financer. Donc, moi, je ne suis pas 100% contre en fait, le sponsoring s'il est plutôt bien fait. Quand on regarde les podcasts, en fait, on a aujourd'hui le journaliste qui va dire voilà, ce podcast est sponsorisé par, et ça pose beaucoup moins de problèmes que aujourd'hui les youtubeurs. Pourquoi je ne sais pas, probablement parce que ce n'est pas les mêmes rémunérations entre quelqu'un en podcast qui est rémunéré pour un sponsoring et le YouTube, on a des dizaines de milliers d'euros en jeu de différence. Mais par exemple, Hugo Décrypte, lui, va avoir vraiment comme un encart de pub à un moment dans sa vidéo où ça va pas être sa voix, ça va être quelqu'un qui l'a payé pour ça. On va pas avoir son nom et vraiment j'ai cette impression que c'est comme une pub YouTube qui est placée là. Donc ça, je trouve ça pas mal parce que du coup, ça désincarne un peu la publicité. Il n'empêche que, évidemment, c'est du sponsoring, mais c'est déjà un petit peu mieux, je trouve. Et après, il y a par exemple aussi Camille Reporter qui, elle, fait le choix de sponsoring que sur des sujets qui l'importent ou qui lui semblent, on va dire, un petit peu plus sains que, par exemple, NordVPN, comme je citais l'exemple avant, où ça va être voilà, une ONG qui veut se faire connaître ou des sujets, on va dire, un petit peu plus éthiques. Ça, je me dis que ça peut être peut-être une solution, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je me pose sincèrement la question parce que si je veux vivre de ça et continuer à faire du journalisme, au bout d'un moment, il va falloir faire un choix. Et c'est vrai que quand on regarde les créateurs de contenu journalistique sur d'autres plateformes, aujourd'hui, le sponsoring, ça pose pas problème. Et sur YouTube, aujourd'hui, ça fait encore un peu tiquer. Donc peut-être, par exemple, désincarner la publicité. Je crois que la dernière question, elle est pour moi. Avant-dernière, cool. Moi, je suis journaliste, présidente de MeToo Média, et il y a quelque chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui fascine tellement les gens sur ces sujets-là ? Est-ce que vous avez compris pourquoi le grand public est absolument fasciné ? Qu'est-ce qui se joue à cet endroit-là ? C'est pas une vérité absolue, c'est ma piste de réflexion. C'est le fait de voir qu'il y a pire ailleurs que dans sa propre existence et que tout va bien finalement dans sa vie parce que les monstres, ils sont à l'extérieur. Ce qui est faux. J'ai pas dit que c'était la vérité, mais mais c'est de l'origine même du fait divers dans les gazettes, etc. C'est toujours, on va lire parce qu'on se dit c'est terrible ce qui se passe et finalement, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, ma vie elle va bien finalement quand je regarde la vie des autres, quoi. Je pense aussi que dans chacune de ces affaires, les gens s'identifient à quelqu'un. Et oui, non, pas aux criminels, enfin j'espère, hein, tu vois. Mais non, mais les gens lisent ça comme des feuilletons aussi, tu vois, et ils vont s'identifier, je sais pas, dans Guy Georges, ils vont s'identifier à des mères, à des grands-mères de victimes, à des sœurs, ça marche comme ça. Et comme tu as dit, le crime, il est hélas extrêmement démocratique, c'est-à-dire que ça peut arriver, du côté de chez nous, mais ça peut arriver loin, ça peut arriver partout. Et du coup, oui, il y a peut-être un phénomène aussi de oh là là, c'est arrivé pas loin, mais pas chez nous. Il y a un petit côté comme ça. Je pense que tu as raison. Je pense qu'il y a aussi un peu le côté sidération où c'est comment ça a pu arriver. Et évidemment, les gens sont pris dans l'histoire, donc ils ont envie de savoir comment cette horreur est possible. Mais évidemment, il y a des personnes qui sont très, très, très branchées faits divers et d'autres pas du tout, et ça s'entend. Hein. On va dire ça, on espère.
Bonjour. Du coup, moi, je voulais savoir en rapport avec votre travail et ces nouveaux formats un peu des faits divers, est-ce que vous pensez que ça contribue pas un peu à la glorification justement de tous ces tueurs et de toutes ces personnes qui commettent des choses atroces en continuant justement d'alimenter des formats en podcast, en livre et en série de ces crimes malgré le fait de choisir des angles différents qui peuvent, que ce soit de prendre un peu plus l'angle des victimes, des magistrats, mais ça continue quand même d'alimenter un peu l'intérêt autour de ces affaires. Disons que le rôle de journaliste, c'est d'informer. On n'a pas normalement principalement à se soucier de comment va être prise telle ou telle information. Sinon, justement, c'est de là que naît la désinformation. À partir de ce moment-là, il faut couvrir les faits divers comme on peut, donc c'est-à-dire ne pas partir dans du trash, dans des détails. Par exemple, pour reparler du Squarneck, quand c'était sorti, il y avait notamment le Parisien qui donnait des extraits très détaillés des carnets du Squarneck. Pour le coup, pour moi, l'intérêt était moindre, ou en tout cas peut-être pas sur l'annonce en tant que telle des faits, parce que c'était vraiment très 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 détaillé. Après, pour le coup, en tant que journaliste, on ne peut pas se permettre de dire je ne vais pas couvrir cette info parce que peut-être que ça va mener à ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour moi, en fait, il est évident qu'on doit couvrir aussi bien des belles choses que l'horreur qui se passe aussi dans le monde. Sinon, à partir de ce moment-là, il y a plein de choses aussi qu'on va commencer à éviter parce que soit ça va blesser quelqu'un, ou soit parce que on veut éviter d'en faire la promotion. Je pense que c'est une question qui se pose nouveau format ou ancien format. En fait, c'est une question qui se pose pour tous les formats. Un exemple très récent, nous on s'est posé la question à BFM avec l'arrestation de Mohamed Amra. On diffusait les images en boucle de lui en train de sourire lors de son arrestation et de dire je suis en vacances, etc. Attention à ne pas glorifier cette personne qui est à l'origine de la mort de 2 agents pénitentiaires au péage d'Incarville. Donc c'est une réflexion qu'on a de façon permanente, que ce soit dans un live tweet, dans un papier, dans un sujet télé, dans un doc. Donc c'est notre travail de journaliste qui est de ne pas glorifier aussi les personnes qui ont commis ça, mais de retranscrire l'information la plus juste, objective, neutre, même si c'est des termes que j'aime pas du tout. Et juste, je suis d'accord avec eux. Non, juste, l'angle, il est quand même important. Tu vois, le regard que tu vas porter, la manière dont tu vas prendre cette histoire, par quel bout. Le fait, tu vois, comme dit Vincent, sur le Squarneck, c'est Justine, de ne pas publier les carnets. Voilà, ça c'est une manière, si tu veux, de restituer l'information, parce qu'on doit informer sur tous ces faits divers. Ils font partie de la société, ils font partie de l'information, mais de faire gaffe et à chaque fois de faire attention. Là, non, on va pas aller dans ce détail gore, on va pas prendre tel truc, on va pas prendre le biais par le serial killer, machin. Jeffrey Dahmer, etc. Enfin, tu vois, il y a une manière de traiter qui peut être différente pour faire passer le truc sans les glorifier. Merci Justine, merci Patricia, merci Vincent de nous avoir parlé de ces histoires aussi humaines qu'inhumaines. Merci Marie également.